Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot où on va analyser cette 12e journée de Ligue 1. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire et je sais que les trois personnes qui sont avec moi vont être très bavards. On va commencer aussi avec Léandro. Du coup, bonjour Léandro. Salut tout le monde, salut Julien. T'as une petite voix aujourd'hui, je te sens un peu remonté. Je suis un peu fatigué de voir ce que je vois au fur et à mesure des semaines, mais ça va. À l'inverse, il y a Maxime qui est encore très content cette semaine, je crois. Avec le sourire. Comment tu vas, Julien? Ça va très bien, merci. Et enfin, il y a Lucas qui a enfin vu l'OM jouer au football, je crois, ce week-end. Ça a dû te faire plaisir, je crois. C'est ça, des passes et des tirs, des contrôles réussis, c'est incroyable. Salut à tous. Marseille sait le faire, comme quoi tout est possible. Alors, avant d'analyser quelques matchs, on va revenir principalement sur les résultats de la journée. Une journée qui a commencé vendredi avec un décevant Strasbourg-Rennes, je pense qu'on peut le dire, avec un match nul, un but partout. Samedi, Marseille s'est imposé à domicile 3-1 face au FC Nantes, avec des buts de Thauvin, Payet et Dario Benedetto. On n'oublie pas qu'il peut marquer des buts, bon, même si c'était sur penalty. Le soir, Paris a été accroché par les Girondins de Bordeaux au terme d'un match peut-être que je peux dire ennuyeux, et encore c'est peut-être un peu trop faible, en tout cas côté parisien. Dimanche, Lyon s'est imposé 3-0 face à Reims. Il n'y a pas vraiment eu de débat, d'autant plus que Reims a été réduit à 10 très rapidement. Ensuite, Angers s'est imposé à Lens 3-1. Montpellier est allé chercher une troisième victoire consécutive à l'extérieur en fait rarissime face à Lorient 1-0. Le Stade brestois, notre petit chouchou du podcast, s'est imposé 2-0 à Brest. Monaco a cartonné Nîmes 3-0 à domicile pour le plus grand malheur de Léandro. À 17h, Nice s'est incliné face à Dijon 3-1. C'était la première victoire de Dijon cette saison et ça sent pas très très bon pour Patrick Vieira en ce moment. Et enfin, Saint-Etienne et Lille se sont laissés dos à dos, un but partout, avec, je pense qu'on va en parler, un penalty très généreux pour Saint-Etienne. On va commencer très vite en attaquant par l'Olympique de Marseille. Lucas, toi qui était devant ta télé, j'imagine, devant ce spectacle, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus globalement? C'est ce que tu disais en introduction. On a enfin vu l'OM pour la première fois depuis le début de la saison, enfin jouer correctement au foot. Il y avait un milieu de terrain, Valentin Rongier, il a fait son meilleur match depuis son arrivée à l'OM. Le milieu, pendant tout le match, essayait de presser. Nantes, je crois que la première frappe, elle arrive très tard dans le match. Ils ont fait que reculer. Et je sais pas si le fait d'avoir enfin battu ce record en Ligue des Champions leur a enlevé de la pression, mais ouais, on a vu des joueurs libérés. Au contraire, on a vu une équipe en confiance, alors que pourtant, avant le match, ils ont subi la pression au centre d'entraînement de quelques centaines de supporters. Peut-être que ça leur a remis les idées en place. Je sais pas d'où vient cette débauche d'énergie lors du match, mais en tout cas, on a vu un beau visage de l'OM. Plus ça a commencé fort avec Marseille qui marque un but dès la deuxième minute sur un long ballon de Caleta Tchar, je crois, pour Thauvin. Et puis après, Nantes reste dans le coup grâce à un Alban Lafont qui a été, j'allais dire, sur tous les ballons, mais sauf 3, malheureusement pour lui, malheureusement pour Nantes, quoi. Enfin, il les a un peu dégoûtés pendant de très 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 longues minutes. Ouais, c'est Alban Lafont qui permet aux Canaries de rester dans le match, parce que à la mi-temps le score il aurait pu être vraiment plus sévère. Il a fait ce qu'il pouvait. Nantes en prend 2, mais c'est limite miraculeux. Benedetto rate plusieurs occasions. Mais c'était Valentin Rongier au fait la passe décisive sur Thauvin. Et d'ailleurs c'est peut-être au final ce qui a fait qu'on a vu un OM un peu libéré, parce que bon, je sais pas sans leur trouver des excuses, mais on le voyait notamment lors du dernier match face à Porto, ils ont certainement pas fait une bonne prestation, mais c'était loin d'être aussi catastrophique que les autres en Ligue des Champions. Mais on voyait très bien que le match aurait pu durer pendant 8 jours. L'OM n'aurait jamais pu marquer. Ça touchait le poteau, le gardien, des face-à-face manqués. Là, il commence, il marque, et on voyait de suite que les joueurs étaient libérés, tout le monde pressé. J'ai vu Payet défendre, ce qu'il avait plus fait depuis le OM Lyon, là où il voulait se rattraper face à Garcia. Donc ouais, je pense que c'est une équipe je pense elle a besoin de confiance, parce que ils sont eux-mêmes humiliés de leur parcours en Coupe d'Europe. Et mine de rien, il y a que des joueurs qui ont besoin de prouver. Thauvin, il doit prouver qu'il mérite un gros contrat à la fin de la saison pour partir dans un top club européen ou prolonger à l'OM. Payet, il doit prouver son énorme salaire. Benedetto, il fallait enfin qu'il prouve qu'il est un attaquant. Donc ouais, on a vu des mecs concernés. Bon, ça c'est peut-être le début de quelque chose. Peut-être que c'est une bonne chose,
cette saison en Champions League, ça touche un peu à l'ego et ça a forcé les mecs à se battre. Après, autant Marseille se met en confiance sur ce match-là, mais il faut pas oublier qu'ils ont quand même été aidés par la prestation très très décevante, voire calamiteuse de Nantes, pendant une bonne heure, quoi, jusqu'au 3e but. C'est de l'attaque-défense quasi tout le long. Marseille peut se trouver un peu, entre les lignes, mais d'une manière très facile. Après, Payet, Thauvin, Cuisance était en jambes notamment, mais Nantes fait de la figuration pendant une grande partie du match, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais juste si on se rappelle le dernier match de l'OM en championnat, même les deux, c'est Lorient et Strasbourg, deux matchs gagnés à l'arraché, où en face c'était pas forcément meilleur que Nantes. Sauf que l'OM n'avait pas réussi si déjà l'OM se met au moins à surpasser les équipes qui sont moins fortes qu'elles, et elles sont quand même nombreuses au vu des effectifs, ça sera forcément que mieux, parce que les deux derniers matchs, ok, il y a les 3 points face à Lorient et Strasbourg, mais s'il n'y a pas Sanson et le but de Sanson, c'est une frappe incroyable qui arrive en toute fin de match, et Balerdi, il prend la tête, elle passe dans le dos du défenseur, c'est un truc, il attend 15 fois, il a réussi qu'une fois. Donc c'est même, tu vois, j'aurais le même discours même si l'OM avait perdu. Et comme s'ils avaient parié contre Porto, parce que c'est le truc, et l'avantage d'être en Ligue 1, c'est qu'on voit qu'avec plusieurs échecs, l'OM est dans le coup, parce qu'avec 2 matchs de retard, ils peuvent être champions s'il est premier. Ça y est, je m'emballe. Ça y est, je me suis emballé. Bon, voilà. Il s'emballe. L'OM peut être champion. Non, mais non, ils peuvent être devant, ouais, c'est clair que. Tu vois, et avec plusieurs contre-performances. Donc, le plus important, surtout sur ce début de saison, c'est de au moins montrer que tu sais jouer au football et savoir sur quoi te baser. Ça, depuis le début de saison, on savait même pas quel était le style de jeu de l'OM. Lors de la préparation, André Villas-Boas, il avait expliqué qu'il voulait un bloc bas parce que en Ligue des Champions, l'OM allait sûrement être la plus faible équipe du groupe, vu que ils étaient dans le chapeau 4. Pourtant, vous étiez content de tomber sur ce groupe-là, je crois. Ouais, l'Olympiakos, c'est costaud, champion de Grèce, respectons. Non, mais ouais, effectivement. Mais c'est ce qui est inquiétant, c'est qu'on savait pas exactement est-ce que c'était une équipe qui préférait avoir le ballon ou ne pas l'avoir. André Villas-Boas nous a fait comprendre que non, finalement, on allait laisser le ballon jouer le contre, mais sauf que faut le faire avec des joueurs peut-être rapides et peut-être un bloc bas, mais des mecs qui se projettent rapidement. Ils ne l'ont jamais fait. C'était un bloc bas qui ne montait jamais. Là, au moins, on a vu un OM cohérent. De toute façon, même Villas-Boas, pardon de te couper, était lui-même perdu dans ses explications. On en avait parlé il y a quelques semaines. Ses déclarations face à la presse, où il voulait pas parler du système, où il essayait de parler d'autres choses, où il se montrait même agressif. Et là, bizarrement, après ce match-là, on le voit, après le match, il est content, logiquement. Il est un peu plus calme face à la presse. Aujourd'hui, à 24 heures du match face à Olympiakos, on le voit aussi un peu déstressé, où il retrouve un peu une envie justement d'aller chercher cette Ligue Europa. Je pense que ce match-là fait du bien à toutes les têtes. Et justement, j'imagine que pour toi, c'est quand même encourageant pour la rencontre face à demain, qui est primordiale pour espérer rester en Coupe d'Europe. Bon, ce sera en Ligue Europa si Marseille fait le travail en battant d'abord l'Olympiakos, mais j'imagine que c'est quand même peut-être une bonne chose, une petite carotte à jouer pour l'OM. C'est surtout pour eux, parce que je pense que tous, ils ont pu sortir à la fin du match, se regarder les uns les autres, se dire putain les gars, on sait jouer au foot. Enfin, je veux dire, c'est quand même un groupe de qualité, et il y a plein de mecs qui étaient pas au niveau, qui n'avaient pas le rendement qu'on attendait, et en plus où ça se voyait que c'était voulu. Enfin, il y avait des mecs, comment ça se fait qu'il a fallu attendre OM Nantes, et je sais pas si c'est lié ou pas, mais une élimination en Coupe d'Europe, des supporters qui viennent les chahuter, on va dire, à la sortie d'entraînement, et comme par hasard, comme par magie, encore une fois, je reviens même pas sur le résultat, mais juste ça a joué au foot. Les mecs se sont battus, j'ai vu des gars courir, j'ai vu Payet faire des efforts défensifs. Enfin voilà, et évidemment qu'ils sont capables. C'est quand même c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe de Ligue 1, ça fait partie des meilleurs effectifs. Mais ils doivent bien mieux jouer que ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, et j'espère que cette rencontre face à Nantes va enfin lancer la saison de l'OM. Oui, puis c'est encourageant, comme on l'a dit, pour le match de demain. Tu m'as trouvé une transition parfaite, puisque tu parlais de Payet et son bon travail défensif. Puis là, on peut enchaîner avec Paris et justement son absence de travail défensif face à Bordeaux. Paris était tranquillement avait le match en main encore une fois contre Bordeaux. On les sentait pas vraiment inquiétés
Enfin, voilà, c'est un match que Paris doit gagner 10 fois sur 10 et que l'année dernière on laissait très peu. Et puis là, Paris s'est fait surprendre. Je sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Peut-être Leandro sur le match du PSG. Bah écoute, moi sincèrement j'ai trouvé que on a retrouvé un Bordeaux très... comment dire, les 10 premières minutes je trouvais que Bordeaux n'était pas Bordeaux. Je m'explique, c'était une équipe qui jouait au foot, une équipe qui donnait envie et qui en plus allait de l'avant, tu vois. Donc pendant les 10 premières minutes, surtout bon après il y a le but, voilà malheureusement Pembele, c'est ça, je crois que c'est Pembele. Il est malheureusement pas... De l'épaule là. Ouais, il a pas de chance, il a vraiment pas de chance. Bon, Roi Maja a failli marquer une fois de plus. Je le dis et redis, ce mec est incroyable. Donc voilà, pendant les 10 premières minutes, j'étais étonné. J'avais l'impression que Paris et Bordeaux avaient changé leur maillot. Et d'un côté, on se retrouvait avec une équipe qui attaquait et qui était plutôt intéressante à regarder. Et de l'autre côté, du coup, il y avait Paris. Sauf que du coup, Paris se prenne ce premier but qui arrive de manière inattendue. Et là, il se réveille. Inattendu dans le jeu, je parle. Dans le buteur, mais après, au final, sur les 10 premières minutes, au final, Bordeaux mène logiquement. Enfin, vu que Bordeaux. Ouais, non, mais il jouait au foot, tu vois, mais je parle enfin, tu vois, dans la logique, jamais personne n'aurait vu Bordeaux. C'est plus dans ce sens-là que je parle. Bien sûr. Et au final, Paris se réveille après ce but. Paris attaque. Bordeaux finit par faire du Bordeaux et couler. Et au fur et à mesure des minutes, plus les minutes passées, moins on voyait Bordeaux, jusqu'à ce penalty que Neymar concrétise. Donc en plus il bat un record, c'est le premier joueur à être arrivé à 50 buts aussi rapidement dans l'histoire du PSG. 58 matchs si je dis pas de bêtises. Et derrière, ça double peine, deuxième but une minute plus tard. Donc Bordeaux qui a fait du Bordeaux, Paris au final en deuxième mi-temps qui comme Monaco, j'ai l'impression que Paris ils étaient programmés à jouer 45 minutes. Tu te retrouves en deuxième mi-temps avec un Paris moche qui propose pas forcément de grandes choses. À la limite, sur la fin de match, on peut même se dire que c'est Bordeaux qui a des regrets, tu vois. Et se dire que Bordeaux a des regrets au Parc des Princes, c'est quand même un truc auquel on s'y attendait pas en début de saison. Et même jusqu'à 10 minutes avant le début du match, quoi, tu vois. Donc Bordeaux peut nourrir des regrets en fin de match, c'est parce que déjà on l'a pas souligné, mais en première période et même en seconde, Benoît Costil, il a été tout simplement phénoménal. Il a dégoûté Mbappé. Il a remporté plusieurs face à face. Enfin, je crois qu'il a sorti 6 ou 7 parades. C'est le gardien de l'équipe type, je pense, dans le match. Et Bordeaux, comme Monaco la semaine passée, en essayant de jouer contre Paris, t'arrives à leur poser des problèmes. Et là, c'est un symbole pour Paris. C'est un ancien du club qui a été formé et qui est parti. Comme souvent. Adli qui est venu égaliser. Comme très souvent avec le PSG. Presque. C'est petit à coup. Ouais, d'une manière, une manière globale, tu fais bien de parler justement de Mbappé. On le sent plus d'une fois. Il y a une fois notamment où il part, où on a l'impression qu'il est hors jeu, mais il va faire l'action, où il veut tenter de dribbler Costil. Comme à Monaco, c'est une question d'état d'esprit, quoi. Je pense qu'à 2-1, il se disait on va jamais se faire attraper par Bordeaux. Sauf que à la 45e, on est toujours sur le même score. Paris, mais enfonce pas le clou. Et puis, 2-1, tu risques de te faire toujours rattraper. Et puis là, c'est un éclair quand même un éclair de génie d'Adli. Une grosse frappe qui permet à Bordeaux d'égaliser. Puis ouais, comme tu l'as dit juste après, c'est, comment je peux dire ça, l'état d'esprit. Là, qui aussi, qui bouffe la feuille, mais par deux fois, notamment ce face à face à la fin avec Sergio Rico, c'est, mais l'état d'esprit parisien est grave, quoi. C'était une équipe qui était coupée en deux en fin de match, mais on aurait dit mes entraînements de U13, quoi. Il y avait pas de milieu de terrain. Ça pouvait basculer d'un sens comme de l'autre parce que Bordeaux était coupé en deux aussi. Et voir ça 4 jours d'un match qui est quand même décisif face à Manchester United. Parce qu'on peut en parler de ça. C'est contre Manchester, il y aura pas de sur l'état d'esprit des mecs, quoi. Il y aura des tueurs en face. Qu'est-ce qu'il fait dans ce match? Qui fait? Tu peux pas laisser ton équipe se saborder comme ça toute seule, quoi. Tu dois intervenir. Ils n'apportent rien. Ce qui est le plus troublant, c'est que tu l'écoutes à la fin du match où il pousse un énorme coup de gueule contre ses joueurs, et c'est très rare quand même qu'il le prenne autant à cœur et qu'il hésite pas à rentrer dedans. D'habitude, il est plutôt dans le côté un peu défensif, protecteur avec ses joueurs, notamment à Monaco où
où il les engueule un peu sans trop les engueuler, il comprend, il se pose des questions, il reparle encore des blessures, etc., des absents, de l'enchaînement des matchs. Sauf que là, tu vois que c'est clairement pas ce qu'il voulait voir, mais en même temps, on sait pas trop ce qu'il veut voir en ce moment, puisque Paris joue comme ça depuis plusieurs semaines, le bloc et H20 et chaque match est limité à H24 et séparé en deux. On est très loin de ce qu'on avait pu voir au Final 8, qui date, je le rappelle, il y a 4 mois, quoi, il y a 3 mois même pas. Il y a clairement un problème au PSG. Je sais pas ce que t'en penses, Max ou Leandro même. Oh clairement, mais oui, moi je m'inquiète pour cette équipe, quoi. Non, vas-y Max. Enfin, on n'a rien vu, quoi. Et vas-y Leandro, parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi sincèrement, je trouve que c'est de plus en plus pressant. Et autant je veux bien écouter le problème économique que cela peut engendrer de virer Tourelle, etc. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais on arrive à un point de non-retour, tu vois. Et le cas de Paris, en fait, je vais pas parler dans le jeu, mais je vais parler en interne. Ça me fait un peu penser au cas de l'OGC Nice, tu vois. Puisque on a deux coachs qui sont là, qui en ont rien à foutre clairement et qui sont là juste parce que ils ont un contrat et qu'ils doivent le suivre jusqu'au bout, qui proposent rien. On le voit que dans le vestiaire, ok, il peut y avoir des gars qui ont des affinités, etc. Mais la cohésion du groupe avec le coach n'est pas là. Et au final, ça propose rien. On se retrouve avec 100 jeux. On se retrouve avec 2 clubs qui vont devoir laisser ces coachs-là rester jusqu'à la fin de la saison pour pas les virer, pour pas avoir d'indemnité à leur donner. Et ça va être catastrophique. Paris, on s'en rend pas compte, mais actuellement, c'est en train de créer vraiment quelque chose de très grave. Je crois qu'on n'a jamais vu un Paris aussi faible depuis le début du QSG, tu vois. Depuis le QSI, je peux t'assurer que c'est... Dit QSG. Depuis QSI, j'ai dit attention. Non, c'est moi. Non mais oui, mais tu vois ce que je veux dire. Mais problème. Non mais oui, c'est clair que là, Paris est méconnaissable. Et puis encore une fois, quand tu vois la compo de ce week-end, excepté le jeune Timothée Pembele qui est titulaire et qui sort des groupes des U19, l'équipe clairement, il y a quasi que des internationaux ou presque, excepté Baker peut-être. Et produire ça face à Bordeaux, on parle quand même de Bordeaux qui est 13e du championnat. Baker, mais de voir un mec comme Baker titulaire au PSG, mais c'est une aberration. Mais c'est bien ce que je dis. C'est malgré les quelques blessés. Quand tu regardes que sur 11 joueurs, t'as 9 internationaux et on parle quand même de Mbappé, Neymar, Marco Verratti, Leandro Paredes, etc. Même si t'as 2 joueurs que tu peux juger en deçà pour X raisons comme Baker et Pembele, tu peux pas te permettre de proposer ça face à Bordeaux, quoi. C'est là où je veux en venir, c'est que les histoires il y a beaucoup de blessés, etc. Ça peut à la rigueur passer en Ligue des Champions et encore, sachant que t'es quand même finaliste de la compétition, mais en Ligue 1, malgré deux latéraux un peu inexpérimentés, tu peux pas faire 2-2 contre Bordeaux alors que t'as quand même une partie du match en main, te faire attraper comme des Bleus face à Monaco la semaine dernière, t'enchaînes les prestations décevantes, quoi. Je te sens plus inspiré là, Maxime, sur ça. Non, mais on parle là des blessés, mais c'est pareil, c'est peut-être que y a un problème avec le staff médical, et ça fait plusieurs années que ça dure. Comme Idrissa Gueye, avant qu'il arrive au PSG, je crois que c'était une blessure dans sa carrière. Et il arrive au PSG, il les enchaîne. C'est peut-être aussi un problème, donc. Oui, non, mais Thomas Tuchel peut pas se cacher derrière ça. Thomas Tuchel peut pas se cacher derrière ça. J'imagine que sur ce thème-là, on est d'accord sur. Thomas Tuchel. Tout à fait d'accord. Mais moi, Thomas Tuchel, là, tu vois, Leandro disait, est-ce qu'il va rester toute la saison? Mais moi, je me pose la question de savoir si le Paris Saint-Germain se fait sortir de la Ligue des Champions, que le board qatari va vouloir le garder quand même. Parce que quelle déception et désillusion ce serait dans l'Hercules. Oui, surtout après ta plus belle saison de l'histoire, quoi. Ce serait quand même. Un finaliste qui se fait sortir, dès les poules, j'ai pas le souvenir. Non, là, ouais, comme ça, tu me prends un peu au court. L'année dernière, Liverpool s'est sorti en 8e, par exemple. Mais oui, dès les phases de poule, c'est vrai que j'imagine que c'est très très rare. Tu voulais ajouter quelque chose, Lucas, justement, sur Tourelle? Ouais, je voulais dire, c'est effectivement la qualité du jeu parisien est vraiment catastrophique depuis le début de saison. Mais ok, il peut pas se cacher derrière les blessures, mais physiquement, et on l'a vu, il s'est passé la même chose que face à Monaco.
Maxime, je retire aucun mérite à Monaco. Félicitations pour leur victoire face au PSG. Mais au fur et à mesure du match, à chaque fois, cette équipe, physiquement, elle plonge. Oui. Les gros, mais et sont toutes les blessures qu'il y a au PSG, c'est des blessures musculaires, c'est des blessures de fatigue. Donc je sais pas si c'est le staff médical, le Final 8, je sais pas, est-ce que le Covid, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu, est-ce que peut-être qu'on en découvrira dans quelques mois que ça a eu un impact, mais physiquement cette équipe. Quand on compare à Liverpool par exemple, qui a pas eu le Final 8, qui a autant de blessés voire plus, il y a pas que ça. Après c'est juste en Ligue 1, est-ce que Tourelle peut se cacher derrière cette excuse des blessés? Quand tu vois par exemple l'équipe qu'il aligne samedi, moi je pense que il a largement l'équipe. Ah mais bien sûr, non, mais encore, c'est pour ça que je dis, il ne peut pas se cacher derrière ça. Oui. Mais c'est, enfin, je trouve que c'est flagrant. Chaque fois que je regarde un match du PSG, les 20 dernières minutes et même avant, mais ils tirent une tête tous. Même ceux qui viennent de rentrer, ils apportent aucune fraîcheur tellement on a l'impression qu'ils sont KO. Ils sont fatigués, c'est incroyable. Et physiquement, enfin, je trouve ça vraiment flagrant. Après, évidemment, les deux effectifs sont absolument pas comparables et Paris, surtout qui menait au score, devait écraser Bordeaux. Fermer la boutique, au pire, si t'es fatigué, tu fermes la boutique, mais tu peux pas te faire attraper comme ça, quoi. Bah oui, au pire, faire la fin de match face à Leipzig, aller tout le monde derrière. Et derrière, ça se voit. Bah, en contre Bordeaux, ça aurait été peut-être un peu quand même ridicule. Mais ouais, je trouve physiquement, enfin, je sais pas ce qui se passe. Hein, je sais pas si c'est le préparateur physique, le Covid ou la cellule médicale ou qui que ce soit, mais il y a quand même un problème. C'est le club en Europe quand même qui subit le plus, j'ai l'impression, cette période compliquée. Ouais, c'est clair. De toute façon, maintenant, j'allais dire pour Tourelle, l'ultime rendez-vous, c'est quand même mercredi face à United où la victoire n'est pas obligatoire, mais presque, on va dire, puisque faut quand même essayer de viser, assurer la deuxième place, voire même essayer de gratter la première à Manchester, où ça se jouera à Old Trafford à 21h. On va quand même enchaîner, on va pas rester sur cette prestation piteuse du PSG. Dimanche, juste avant de parler de Monaco-Nîmes, qui est un gros sujet de discussion, notamment entre Leandro et Maxime, je vais juste fait parler de Montpellier qui s'est imposé, comme je l'ai dit en introduction, 1-0 à Lorient. Alors c'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais pour Montpellier, c'est quand même beaucoup. C'est la 3e victoire consécutive à l'extérieur et la 4e de suite. Montpellier est 5e du championnat, égalité avec Lille qui est 2e, Lyon, Monaco. C'est quand même un très gros coup de la part de Montpellier, surtout que c'était pas un match évident. Lorient a clairement laissé le ballon à Montpellier pour éviter de reprendre une raclée comme à Lille la semaine précédente, et au final c'est grâce au remplaçant que la lumière est venue d'un Petar Škuletic totalement incroyable. Je sais pas si vous avez vu le but ici, mais je peux vous le raconter vite fait. Il est chanceux, oui. C'est une passe aveugle de TJ Savani en dégagement pour Škuletic qui nous sort son plus beau coup du scorpion pour faire une passe à ses camarades, et puis au final Delors est trouvé dans la profondeur, il retrouve Petar Škuletic, Petar Škulegol comme on l'appelle en Serbie, en retrait, et là il envoie une frappe du gauche déviée par l'orienté et ça finit au fond. C'est quand même incroyable, je crois que c'était son 3e match de la saison. Là c'est quand même clairement l'image d'une équipe qui est en confiance. Je sais pas ce que vous en pensez, même si vous n'avez pas vu le match, quand même confiance et réussite, ouais. On parlait du changement de système de Der Zakarian, encore une fois, ça paye, et Montpellier arrive à suivre le rythme de Lyon aussi, qui avait gagné plus tôt dans la journée, tranquillement. Donc non, c'est sûr que là Montpellier fait un excellent début de saison après un trou d'air au mois d'octobre. C'est ça, beaucoup de questions. Vous avez mentionné les contre-performances. Même le match contre Nîmes, le derby qui est perdu. Mais là, ils ont su vraiment bien réagir, et très bon début de saison des Montpellier. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je tiens à rappeler que ce samedi à 21h, il y a quand même un Montpellier-Paris. Quand on voit ce que Montpellier est capable de produire à domicile, dans l'impact, dans les courses, et puis quand on voit les profils des attaquants qui sont clairement pas ce que les Parisiens aiment, ça peut on n'est pas à l'abri d'une nouvelle victoire de Montpellier à la Mosson face au PSG, ce qui est déjà arrivé ces années précédentes, quoi. Ça peut être un gros match. Je pense que ça va être un match intéressant à regarder, et je pense que Montpellier a clairement les atouts pour causer le plus de problèmes à Paris. En tout cas, encore plus de problèmes que Bordeaux, par exemple, je pense. Ben ouais, parce qu'ils ont un entraîneur, Leandro comparait la situation de Patrick Vieira et Thomas Tuchel. Et à l'inverse, Der Zakarian, c'est complètement l'opposé. Le but n'est pas de comparer évidemment les trois entraîneurs, mais Der Zakarian, c'est exactement ce qu'il fait et ce qu'il veut faire avec Montpellier.
Et ça, mine de rien, ça change tellement, je pense, un joueur de voir que son entraîneur sait où est-ce qu'il veut l'amener. Il y a entre 3 matchs, il n'y a pas 6 changements dans le 11 de départ, alors que dans les 2 équipes, l'une c'est par rapport aux blessés, mais en tout cas c'est ce qui se passe à Nice et à Paris. Et Der Zakarian, c'est exactement comment il veut jouer. Il met tout le temps en place la même chose. Moi, quand je vois ce que fait Der Zakarian à Montpellier, honnêtement, j'ai confiance pour l'avenir de l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Je pense pas que ce soit qu'une passade, et je pense ils vont rester, ils vont embêter pas mal de monde en Ligue 1 tout au long de la saison. Et je sais que la semaine dernière, Leandro, il mettait un petit point noir sur la défense de Montpellier. Cette fois, Montpellier t'a un peu répondu en réalisant un petit clean sheet, et Leandro. Ouais, bien évidemment, le karma, toujours. En parlant de karma ou de mauvais choix, j'ai envie de dire, on va passer à Monaco-Nîmes. Je sais pas si je laisse la parole à Maxime ou... Non, il vaut mieux laisser Maxime. Laisse Maxime. Laissons la joie avant le déluge. Vas-y, Max. J'aurais dit honneur aux perdants, mais... Non, mais vas-y, Max, je t'en prie. On va parler donc de cette victoire de l'AS Monaco. Pour moi, cette victoire, elle est méritée. Les Monégasques ont fait une superbe première période. 30 secondes de jeu, il y avait déjà le feu dans la défense nîmoise. Fabregas a manqué le coche. Et mais comme souvent non, parce que c'est que son 3e but cette saison, mais Sofiane Diop a été excellent. Donc c'est lui qui a été buteur. Et 1-0 à la pause, vraiment, c'est pas vraiment mérité pour nos amis Croco, parce que s'il y en avait 4, c'était pareil. Monaco a manqué de réalisme vraiment devant le but. Ils ont été brouillons à plusieurs reprises. Et en début de seconde période, Nîmes, par magie, s'est réveillé. Je sais pas si c'est l'entrée d'Eliasson qui a fait la différence pour toi, Leandro, mais je vous ai trouvé beaucoup mieux. Juste que on va en parler. Cette exclusion du cadeau, méritée ou non, pour moi elle ne l'est pas, qui va malgré tout changer, puisqu'ensuite Monaco à la 75e va faire le break par Gelson Martins, et Kevin Volland va enfoncer le clou 2 minutes plus tard, 3-0. La messe était dite, mais vraiment le point d'inflexion de cette rencontre, c'est cette exclusion de Lucado autour de l'heure de jeu. Donc pour moi elle est pas méritée. Je pense que t'es pas d'accord non plus, donc tu vas nous donner ton ressenti sur cette action. Non, mais moi je vais d'abord, je trouve que t'as fait une très belle analyse du match, puisqu'en première mi-temps, Dieu merci, vous arrivez pas à viser les cages, et ça se finit souvent à côté. Bon, d'un autre côté, en première mi-temps, on a 0 tir cadré, 0 tir non cadré non plus, donc on n'a pas trop visé les cages non plus. Donc ouais, il y a facilement un 4-0 qui se perd. En deuxième mi-temps, Eliasson fait une belle entrée. Après, je le trouve pas tonitruant non plus, tu vois, dans son jeu. Je trouve pas qu'il est... C'était juste, il a fait un changement, c'était plus offensif, puisqu'il fait sortir Fomba, et ça a un peu payé. C'est pas lui qui a été tonitruant, mais c'est le changement. Exactement. Mais tu sais, mais moi je me dis que pareil, que pendant qu'ils étaient dans le vestiaire, il a dû les menacer, certainement, à un moment donné. Je pense que Général Harpinon a dû sortir les armes, et il leur a fait très peur, je pense, puisque du coup on a retrouvé une autre équipe. La première mi-temps est absolument calamiteuse. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu Nîmes avec un niveau aussi exécrable qu'en national il y a déjà des années. Donc moi ça me fait peur. Donc au final, après le carton rouge, certes, il n'y a jamais carton rouge, mais alors vraiment jamais carton rouge, puisque pour ceux qui n'ont pas vu l'action, je vous invite à aller la regarder sur YouTube. Il glisse sur le ballon, et en fait du coup en glissant sur le ballon, on voit bien sa jambe qui glisse, qui fait vraiment le mouvement qu'on peut tous faire quand t'es au foot et que tu tombes et que tu glisses sur le ballon. Et malheureusement, la VAR, une fois de plus, qui prend une décision catastrophique. On va pas revenir dessus chaque week-end. Il manque de la formation à ces arbitres qui ne peuvent pas l'utiliser, mais aussi à ceux qui sont dans le camion de la VAR. Et du coup, voilà. Sur une image arrêtée, ça peut paraître très impressionnant. Exactement. C'est-à-dire ce tacle, mais c'est même pas. Enfin, il tacle le ballon et son mollet est remonté par la balle. Ça peut paraître très impressionnant quand on voit juste une image arrêtée. C'est limite ce que l'arbitre voit, quoi. C'est ça le problème. On lui montre la fin du geste ou l'impact. C'est exactement ça le problème, c'est que des circonstances atténuantes, il y a tout un contexte autour qui est pas assez vu ou pas, ou même s'il est vu, c'est pas pris en compte du tout par
par l'arbitre. On va pouvoir en parler aussi dans le match de Saint-Étienne-Lille. On en reparlera un peu tout à l'heure de cette question de contexte, de cette contextualisation de la faute ou non. Mais c'est ça qui peut paraître comme une injustice pour Nîmes, c'est que là, Lucado, il a pas du tout la volonté de faire mal et au final, le malheureux Lucado glisse sur la balle et touche Sofiane Diop. Non mais tu vois, mais c'est totalement ça, c'est qu'au final, tu peux même pas en vouloir à l'arbitre, puisque la chance qu'on a encore, c'est que les images que la VAR envoie à l'arbitre, tu les vois en direct, tu vois. Et vraiment, sur les images qu'il montrait, déjà de une, les ralentis étaient gérés, mais alors, comme c'était un gosse de 2 ans, et au final, en plus, il te montre que le moment de l'impact. Il faut montrer toute l'action, que l'arbitre, il est la totalité des choses. Surtout que si t'appelles un arbitre pour lui dire, ouais, il y a peut-être carton rouge, que le mec qui vient et que tu lui mets les mauvaises images, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, tu vois, dans sa tête, il va juste donner le rouge et puis basta. Mais moi, je vais pas me cacher derrière ce carton rouge comme a pu le faire notre coach. Moi, je trouve que vraiment, on a été catastrophique et on peut pas s'en vouloir pour un carton rouge quand pendant 45 minutes, il y avait une seule équipe sur le terrain, tu vois. Peut-être que si c'était déjà arrivé en première mi-temps et qu'ils avaient essayé des frappes ou étaient dangereux, etc., peut-être qu'il y aurait eu un but. Peut-être que les choses n'auraient pas été les mêmes, tu vois. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière les erreurs, même si Varis bullshit, on en reviendra. Mais clairement, moi je ne suis pas satisfait de ce que propose Nîmes et Dieu sait à quel point j'ai déjà été triste dans ma vie par les défaites, mais alors perdre en étant nul, c'est encore pire, vraiment. Bref, j'ai l'impression de me répéter chaque semaine, mais on espère qu'on verra notre Nîmes olympique, puisque du coup, un peu comme Paris et Nice, on n'est pas prêt de virer Harpinon. Ouais, puis ce week-end, il y a quand même un alléchant Nîmes-Marseille. Puis l'un des, on va fermer ce match-là, mais l'un des points négatifs de Nîmes, justement, c'est dans les gros matchs. Costières, ça chauffait pas mal, il y avait une grosse ambiance, il y avait vraiment ce côté arène et justement Nîmes peut même pas se réfugier derrière ça ou penser que le 12e homme peut l'aider face à Marseille vendredi, puisqu'il y aura encore une fois personne dans le stade. C'est quand même assez dommage ça pour l'Olympique qui est quand même dans une situation délicate au classement avec 11 points et une 16e place. Moi tu sais, ce que je vois de positif, c'est la cote à 1,92 de Marseille pour ce match qui me semble donner, les amis, ne perdez pas. Alors vraiment les gars, c'est la cote sûre du jour. Allez-y, 1,92, les yeux fermés. Vous pouvez même mettre but de Payet. Avec un peu de chance, Payet ou Germain. Vraiment, allez-y. Très bien, merci. Je pense qu'on a fait le tour de ce Monaco-Nîmes, à part si Maxime, t'as quelque chose à rajouter sur un Monégasque ou Kovac encore une fois. Sur l'ensemble de l'équipe, c'est la 4e victoire de suite, donc c'est vraiment très encourageant pour Monaco. Là, va y avoir 2 matchs, 2 gros tests, on va dire, puisque Monaco se déplace à Lille et ensuite se déplace une nouvelle fois, mais cette fois à Marseille. Donc là, va y avoir vraiment 2 grosses rencontres avant la trêve. Réception de Lens aussi, qui vont vraiment pouvoir nous dire si Monaco réalise si bon début de saison. Mais il faudra continuer de prendre des points. Mais vraiment, dans le niveau de jeu, Monaco a été très bon. Et comme l'a dit Leandro, ton rouge ou pas, je pense qu'il se serait imposé parce qu'on a encore vu un très bon Monaco. On peut quand même rappeler que Monaco évolue depuis 2 matchs sans Wissam Ben Yedder. Face à Paris et face à Nîmes, quand même, c'est quand même mais tu fais bien d'en parler. Je me posais la question, on va juste finir là-dessus. C'est la question du système, en fait, parce que Ben Yedder était absent ces 2 matchs. Du coup, on a assisté à la réintégration de Fabregas derrière l'attaquant et c'est Voland qui occupait le poste de numéro 9. Donc là, va y avoir un casse-tête pour Kovac. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je touche à ce 11 qui fonctionne si bien? Mais de l'autre côté, est-ce que du coup je laisse mon capitaine sur le banc et meilleur buteur du club? Voilà, c'est des problèmes de riche. Ton roi Wissam. Vaut mieux se poser ces questions-là que dire lequel je vais mettre. Est-ce que je vais mettre le moins nul, quoi. On a quand même encore vu quand il est rentré que c'est quand même mieux de jouer avec Ben Yedder que sans. Après, il a croqué Ben Yedder. Il a croqué. Ça y est, Maxime, tu ne veux plus de ton roi Wissam. Ah non, mon prince Wissam, il va rester prince de Monaco. J'imagine que c'est peut-être Gelson Martins qui a peut-être payé un peu les frais de son retour, non, en faisant migrer Voland sur une aile. Je sais pas, parce qu'il est pas mauvais, Gelson Martins, en ce début de saison. Il a encore marqué hier, donc je sais pas, à voir. Mais comme j'ai dit, c'est des problèmes de riches et vaut mieux se poser ce genre de questions. C'est ça.
On va parler vraiment très vite fait des voisins monégasques, on va dire l'OGC Nice. Enfin, rien ne va plus à Nice. Il y a une défaite en Ligue Europa jeudi, une défaite très très inquiétante face à Dijon hier. On a l'impression que le groupe est clairement pas derrière Patrick Vieira, ou du moins on n'y croit plus vraiment à ses idées. Un décalage en fait entre le projet, l'ambitieux projet Ineos et ce que nous propose Patrick Vieira tout simplement dans cette équipe. Mais après c'est pas nouveau. Après match, il dit quoi? Il dit que Dijon peut-être pas à sa place. Nice non plus. Justification, c'est ça. Dire on a pris pas points, mais peut-être qu'il y a 12 journées de jouer, toutes les équipes ne sont pas à leur place. Non mais surtout que il dit qu'ils sont pas à leur place, c'est quand même la première victoire de Ligue 1. Hein. C'est première victoire de Dijon en Ligue 1, c'est contre Nice. Hein. Donc ouais. Et puis c'est pas comme s'il y avait que des coups du sort contre les Dijonais non plus. Enfin, sans manquer de respect à Dijon, il y a beaucoup de matchs où ils sont passés à travers et tout. Alors je veux bien que le groupe a des qualités, etc. Ça on le rechignait pas, mais enfin que Patrick. Un bon match Dijon hier. Hein. Comment? Dijon a fait un bon match hier. Enfin, mais dire que Dijon n'est pas à sa place, mais enfin Nice n'est pas à sa place non plus, mais aussi dans le sens négatif, quoi. 11e quand on voit les investissements qu'il y a eu, ou le projet même global, comme tu l'as dit, d'Ineos. Va falloir vraiment, se poser des questions sur Vieira, mais on l'a déjà fait il y a quelques semaines dans ce podcast, et c'est même de manière globale depuis qu'il est à Nice. Sa première saison, il arrive à faire des bons résultats, mais sans fond de jeu vraiment. On est à sa 3e saison, je crois, et puis il y a toujours ce même problème. On voit pas une patte Vieira, on sent pas un groupe totalement acquis à sa cause ou qui a envie de se sortir de cette situation-là, quoi. Quand on le voit en Ligue Europa, où c'est pareil, le parcours est tumultueux et très très difficile. Ça sent pas bon pour lui. Pas difficile en Ligue Europa, mais ils sont catastrophiques. Mais les deux derrière, Robson Bambou et Toki, mais oh là 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 là. Mais c'est... Après, je pense que la blessure de Dante leur fait très très mal, mais même avant. Oui, avant. Juste avant, tu pouvais un peu te vanter d'être un minimum solide défensivement. Si devant, c'était, allez, on la donne à Gouiri et c'est l'OGC Gouiri, hein, c'est. Mais alors là, oh là là, mais gros soutien à mes voisins niçois. Hein, mais bon, si Vieira pouvait rester, ce serait pas mal. Allez, sur ces belles paroles, on va passer à l'extraordinaire Saint-Étienne-Lille, n'est-ce pas, Maxime? On s'est régalé tous les deux à le regarder hier. Bizarrement, alors qu'on pensait Lille, on va dire clairement, infliger une raclée à Saint-Étienne, la première mi-temps est totalement contraire à nos pensées ou nos pronostics. Saint-Étienne a très bien débuté la rencontre, trop bien aidé par des Lillois qui étaient clairement pas arrivés à Geoffroy Guichard. Je ne sais pas s'il y a un décalage horaire entre le nord de la France et le Forez, mais en tout cas les Lillois étaient complètement absents. Et ça s'est concrétisé par une ouverture du score, encore une fois très 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 discutée de Wabi Kazri sur penalty. Je vais te laisser, Maxime, raconter le pourquoi du comment de ce penalty, de pourquoi il est discuté. On en a un peu parlé pendant Monaco-Nîmes, mais je pense qu'il faut revenir dessus. Tout simplement, c'est un ballon aérien. Je crois que c'est Bouanga, mais ça, je suis pas sûr. Bref, un long ballon aérien dans le dos de la défense. Bradaric couvre. Peut-être en retrait pour son gardien. Ça passe, c'est pas vraiment assuré. Mais bon, en retrait, tombe parce qu'il est en bout de course, et dans sa chute, Wabi Kazri arrive derrière, il tape contre ses jambes et il s'effondre. Faut rappeler quand même qu'une tête plongeante se fait en plongeant, comme le nom l'indique, et que du coup, forcément, les jambes sont à hauteur de bus, quoi, et puis sont pas vraiment contrôlées. Je sais pas ce qu'il doit faire, ce pauvre Bradaric, quoi, parce qu'il va pas se couper les jambes pour déjà que des fois c'est compliqué avec ses jambes de jouer au foot. Pardon, ça c'est un petit tacle, mais enfin voilà, oui, c'est clair qu'il va pas se couper les jambes, et que là c'est quand même un penalty qui mérite, qui est assez discutable, et puis on peut comprendre l'agacement de Galtier et l'agacement de Galtier à la fin du match, et puis on va en parler. Je pense que tu vas arriver sur la deuxième mi-temps et de la faute de Debuchy, c'est là que tu vas en venir. Je voulais quand même dire une chose, c'est que la VAR n'a pas été consultée. C'est-à-dire que là, il y a des personnes normalement constituées qui, soi-disant aiment le foot, qui ont vu cette action, qui se sont dit, là, notre collègue,
n'a pas fait une erreur manifeste. Moi, je comprends pas. On aura beau donner tous les outils du monde, les meilleurs qui soient, si les personnes qui l'utilisent n'en font pas d'usage, on n'avancera pas. Ah bah oui, clairement. Et puis puis on en reparle comme on a dit sur Monaco Nîmes. Il y a la question du contexte. Là, très clairement, Bradaric voit même pas Kazri couper cette course. Si tu montres à l'arbitre qu'il y a contact, oui, il y a contact. Oui, bah oui, mais forcément, ça, mais on peut pas le nier. Comme Lucado à Monaco, oui, il y a contact forcément, mais là, en faisant une tête plongeante, qu'est-ce qu'il pouvait faire à part se plier en 4 pour éviter de toucher Kazri, qui après, lui, pour le coup, joue très bien l'action, joue très bien le coup, justement, pour aller gratter quelque chose. Kazri, il a du vice, il a l'expérience, son club, ils sont pas bien, il va pas se priver évidemment, rater un penalty. Bah, tu parlais en deuxième période après. Oui, voilà, je sais que ça, c'est un débat qui t'a un peu agacé hier soir, si je peux balancer un petit secret. C'est qu'en fait, j'entendais les commentateurs de téléfoot dire que c'est Luis Arrojo qui pénètre dans la surface. J'ai un doute. Je sais plus. Il y a un Lillois qui va pour rentrer dans la surface, déséquilibré juste avant. Au moins, la faute continue à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième contact à l'intérieur de la surface. Et, le commentateur de téléfoot nous dit que non, il faut siffler coup franc dans ce cas-là. Or, si on regarde la règle, le règlement, la faute se poursuit à l'intérieur de la surface. Il va y avoir penalty. Là, il n'a pas été sifflé. Après, bon, les Lillois vont continuer de pousser, vont finir par égaliser après avoir touché la barre par Benjamin André. Et il connaît qui va marquer, mais et comme tu l'as dit, Galtier était pas content après match, mais il n'a pas non plus manqué de souligner que son équipe était totalement passée à travers en première période et il y a eu des changements dans le 11 lillois. Normal, ils jouent tous les 3 jours et des joueurs comme Isaac Liadji sont totalement passés à travers et n'ont pas pesé. Même Ikoné, il a marqué, mais le match il a pas été très bon. L'arbre qui cache la forêt pour Jonathan Ikoné avec ce but. Et voilà, ouais, son but sauve son match et encore. Et ouais, petit coup d'arrêt pour Lille. Après, c'est pas vraiment inquiétant mais bon. Saint-Étienne se rassure un minimum et ne va pas battre un triste record de 7 défaites consécutives. Enfin, ils en restent à 7, quoi. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, oui, pour eux de mettre fin à cette hémorragie. On avait l'impression qu'ils allaient jamais s'en sortir parce que même contre Lyon où ils avaient eu des occasions, au final ils craquent. Là, au moins, Saint-Étienne a réussi à malgré la deuxième mi-temps très très compliquée pour eux, les Verts ont réussi à garder ce point de l'espoir un peu, qui va peut-être leur permettre de se relancer en championnat, et puis de repartir sur des bases, sur de bonnes bases, puisqu'ils sont quand même 15e à 3 points seulement du barragiste qui est Lorient. Du coup, on imagine que pour les Verts, Claude Puel peut que se satisfaire de ce point, surtout, comme je l'ai dit, quand on voit la deuxième mi-temps des Stéphanois. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Comme d'habitude, on va finir sur l'équipe type. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Benoît Costil est dans les cages. Un match, je vais dire une nomination logique vu le travail qu'il a eu à effectuer, qu'il a effectué de belle manière face au PSG. En défense, on retrouve Ruben Aguilar côté droit, avec une charnière centrale composée de Daniel Congré, de Alvaro, de l'Olympique de Marseille. Et à gauche, Miguel Trocco. On n'en a pas parlé dans Saint-Étienne-Lille, mais qui était plutôt intéressant sur son couloir gauche. Bien aidé justement par un Isaac Liadji assez transparent et très prévisible dans ses choix, on va dire. Au milieu de terrain, on retrouve Michael Cuisance, qui était aussi très intéressant face à Nantes. Bruno Guimaraes de retour dans le 11 de départ, qui réalise une belle prestation face à Reims, pardon. Et Sofiane Diop, qui était encore une fois très intéressant avec Monaco contre Nîmes. En attaque, on retrouve Karl Toko Ekambi, auteur d'un doublé. Irvine Cardona, l'ancien monégasque, qui n'en finit plus de briller avec le Stade Brestois. Et enfin, Mama Baldé, auteur d'un doublé avec Dijon, qui a offert la victoire à Dijon face à Nice notamment. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Maxime, Lucas et Léandro de m'avoir accompagné sur ce podcast. On va se retrouver dès la semaine prochaine pour le débrief de cette 13e journée de Ligue 1. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur madeinfoot.com, sur nos réseaux sociaux, YouTube, Spotify, tous les liens qui sont disponibles et où les plateformes où on est écoutable et visible. Je sais pas si vous avez tous un petit mot de la fin à dire, mais en tout cas, merci à tous.
Arrêtez avec les coachs qui ne proposent pas de jeu. Merci à Regardez tous. vos leads. Allez, merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.